Eh bien, bienvenue à cette conférence 2020 MS Connect. Je m'appelle Ben Davis, je suis vice-président principal de la mission pour la Société de la sclérose en plaques du Canada et je serai votre hôte pour cette session. Avant de commenter, bien sûr, avec la première présentation, j'aimerais partager avec vous quelques petites instructions logistiques. Les questions peuvent être tapées dans la boîte de questions à n'importe quel moment tout au long de la séance. Veuillez vous joindre à la conversation en ligne pour partager vos moments favoris de la séance d'aujourd'hui en postant sur Twitter en utilisant le hashtag MSConnect. Veuillez faire entendre votre voix et répondre à notre sondage journalier sur MS Canada. Cette séance est enregistrée et sera partagée sur msconnect.ca. Chaque année, les salles de conférences partout au Canada, dans toutes ces conférences, plusieurs personnes se réunissent pour entendre parler des progrès qui ont été faits dans la recherche sur l'ASP, ces recherches d'avant-garde qui vous intéressent. Cette année, comme tout, bien sûr, MS Connect a un aspect un peu différent. Au lieu de se connecter en personne, il y a des gens qui se joignent à nous partout avec leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur, leur téléphone. Et un moment où la connexion avec d'autres est si importante. On est très reconnaissant de pouvoir vous fournir cette occasion à la communauté de la sclérose en plaques de se réunir de façon significative. Nous savons que la recherche est la clé pour prévenir et arrêter la sclérose en plaques. Et maintenant, plus que jamais, nous devons nous assurer que cela pourra continuer. J'ai bien hâte d'entendre tout ce que vous aurez à me dire, les dernières nouvelles directement de la recherche qui sont à partir de chercheurs qui sont à l'avant-garde et sur la ligne de front de la recherche. J'aimerais maintenant vous présenter notre première conférencière, Dr. Pamela Valentine, présidente et directrice générale de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Bonjour et bienvenue à cet événement MS Connect 2020. Je suis Pam Valentine, présidente et directrice générale de la Société de l'ASP du Canada, chef de la direction. Je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui, même si ce n'est que de façon virtuelle. Plusieurs ici, vous avez déjà été à des conférences MS Connect auparavant dans des années passées. Cette année, nous sommes devenus virtuels et je suis enthousiasmé que pour la première fois, ça nous permet de créer plus de connexions les unes avec les autres en rassemblant des gens d'un océan à l'autre. Tous dans un même moment, dans un seul rassemblement. Tout d'abord, j'aimerais offrir mes sincères remerciements à nos nombreux commanditaires de grand merci à Roche, le commanditaire principal de cette première conférence virtuelle MS Connect, et de grands remerciements à nos autres commanditaires, Virgin Canada, Bristol Myers Squibb, MZ Toronto au Canada, Nova Francisco Canada, Tender Farm et Sanofi Enzyme. Merci à tous nos partenaires pour leur engagement envers MS Connect pour nous aider à rassembler la communauté de la sclérose en plaques cette semaine. Pour créer une conférence comme celle-ci, ça prend les efforts de plusieurs personnes dans la communauté de la sclérose en plaques. Je veux remercier tous ceux qui font des présentations tout au long de la semaine et nous donnent des visions valables dans le monde de la recherche sur l'ASP. Merci aussi à ceux qui organisent et qui sont dans nos panels et prêts à s'engager dans des dialogues riches avec les membres de la communauté de l'ASP. Au niveau mondial, 2,8 millions de personnes ont la sclérose en plaques. Chaque 5 minutes, quelqu'un dans le monde reçoit un diagnostic de cette maladie imprévisible et le Canada a un des plus hauts taux de sclérose en plaques dans le monde. 12 Canadiens en moyenne chaque jour reçoivent un diagnostic. Le plus souvent, une personne est diagnostiquée dans la première partie de leur vie. Et 75% des personnes diagnostiquées sont des femmes. C'est la raison pour laquelle j'appelle souvent la SP la maladie du Canada. La réalité, c'est que la SP nous frappe de très près pour tellement d'entre nous. Il y a eu tellement de choses qui se passent dans le monde. Nous tous, nous faisons face à des enjeux mondiaux imprévisible et incertain. C'est pourquoi il est si important qu'à ce moment-ci de l'histoire, nous nous connections avec la communauté de la sclérose en plaques. Pour chacun d'entre nous, les connexions communautaires peuvent nous aider à être résilients parce que nous savons que ce à quoi on peut faire face aujourd'hui, c'est mieux d'y faire face ensemble. C'est pourquoi je suis très enthousiasmé de me connecter avec vous tous avec MS Connect. Même la pandémie ne nous arrêtera pas de nous rassembler pour penser à notre avenir et ce que nous pouvons faire de façon collaboratrice pour créer un avenir sans SP. Les gens, l'innovation et la recherche. Le thème de la conférence MS Connect de cette année est un thème qui unit la communauté de l'ASP. Le besoin de connexion est tellement important, particulièrement à une période qui nous met au défi.
qui nous forcent à nous adapter dans des circonstances très changeantes, des circonstances qui nous obligent à apprendre, qui font émerger le besoin de nouvelles connaissances qu'on peut acquérir par la recherche, des circonstances qui nous forcent à innover et à trouver de nouvelles façons de faire de la recherche. La recherche est fondamentale pour répondre à des questions de base et pour nous aider à progresser vers des méthodes améliorées et plus rapides de diagnostic, des traitements plus efficaces et des chemins clairs pour nous libérer de l'ASP. L'an passé, nous avons lancé notre stratégie Découvrir, innover, aller. C'est une stratégie audacieuse qui nous laisse établir un chemin pour l'avenir pour atteindre notre mission, pour connecter et responsabiliser et donner le pouvoir à la communauté de l'ASP pour créer des changements. On se base sur l'élan incroyable sur le travail qui a été fait jusqu'à présent et on se déplace vers une vision d'un monde sans sclérose en plaques. Sans une telle stratégie aussi éthique, nous devons travailler ensemble une telle stratégie pour atteindre notre vision, faire avancer le traitement et les soins, c'est-à-dire diagnostiquer la SP plus tôt, de façon plus précise et la traiter de façon plus efficace et aider au mieux-être, c'est-à-dire l'amélioration de l'accès à des aides sociales qui amélioreront la trajectoire de chaque personne et il faut mieux comprendre les déterminants de la santé. Comprendre et aider les professions de la santé en rassemblant notre connaissance sur ces activités, en prévenant la détérioration et les plus graves manifestations et renverser les dommages, peu importe la forme de SP que vous avez. Ultimement, même prévenir la SP. Nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Il y a une opportunité d'éduquer les gens par rapport à ces facteurs de risque et ce qui peut être fait pour minimiser, réduire au minimum ou atténuer ces risques. Imaginez pendant un instant si on pouvait arrêter la SP avant qu'elle commence, de sorte que les futures générations n'auraient jamais à attendre que cela puisse se produire. Ne vous y trompez pas, nous faisons des progrès. On a vu des avancées, des percées dans plusieurs mécanismes, la compréhension de plusieurs mécanismes de la maladie. On a de meilleurs outils pour la diagnostiquer. On a de plus en plus de médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie et de plus en plus de photothérapie, de meilleures connaissances sur la façon d'utiliser les thérapies existantes, de l'attention aux différentes stratégies de traitement. Nous voulons examiner les effets négatifs, l'escalade par rapport au traitement intensif précoce. Nous avons une compréhension accrue des différents processus qui sous-tendent la progression et on commence à voir le développement de thérapies qui ciblent directement la forme progressive de la maladie. Nous voyons maintenant le développement d'une génération de nouvelles options de traitement pour la réparation, aussi bien par des mécanismes de réparation ciblés ou d'autres approches. Nous avons de plus en plus de compréhension des prodromes de la maladie, le cadre avant que la SP se développe. Des indicateurs comme le système de santé, des biomarqueurs dans le sang, des imageries cérébrales qui peuvent prévenir des années à l'avance avant que la maladie se produise et ça nous aide à identifier tôt et à traiter de façon proactive. De plus en plus, nous reconnaissons l'importance d'une intervention précoce pour atteindre de meilleurs résultats. Tout au long de cette conférence MS Connect, nous entendrons tout l'excellent travail qui est fait dans le domaine de la recherche sur la SP. C'est l'état de la science actuelle dans la SP. Et c'est difficile de tout mettre dans un événement aussi court. C'est vraiment un momentum incroyable avec de grands progrès. Sans aucun doute, l'impact de la COVID sur les personnes et la communauté MS sont très importants. Et même sans la pandémie, les gens qui ont l'ASP font toujours face à des défis qui comprennent des barrières d'accès aux bons soins, des difficultés financières et des difficultés de toutes sortes. Il est impératif qu'au-delà de ces moments sans précédent, nous maintenions l'élan dans la recherche. Avec les résultats que nous avons vus, et maintenant avec la pandémie, nous avons vu la capacité de notre communauté de l'ASP au niveau mondial à se rassembler pour comprendre l'impact de la COVID et sa relation avec l'ASP. L'initiative de partage mondial de connaissances a été formée très tôt cette année en mettant sur pied des cliniciens de plus de 18 pays, y compris le Canada, en leur demandant de répondre à 2 questions reliées à la COVID et à l'AMS et à l'ASP. Cette initiative a vraiment souligné le besoin d'information, de ressources et de programmes pour les gens qui ont l'ASP. Il est urgent et critique plus que jamais. Cette initiative globale est un exemple aussi de la raison pour laquelle on ne peut pas ralentir l'élan de nos recherches. Le Canada a une des meilleures entreprises de recherche au monde. Des universités et d'autres institutions de recherche ont vu que la COVID a eu un gros impact sur leur opération de recherche. Il n'y fait aucun doute que plusieurs projets de recherche ont dû être retardés,
reporter ou passer par un processus de redémarrage. Il est important de comprendre que ces défis ne veulent pas dire que toute la recherche, tout le moteur de recherche s'est arrêté. La Société de la sclérose en plaques est ferme dans son engagement de continuer d'apporter la recherche et parce que nous reconnaissons que si on perd cette capacité de recherche, ça va prendre beaucoup de temps avant de la reconstruire. Et il faut s'assurer que le momentum qu'on voit dans la recherche de la SP au cours de quelques dernières années ne soit pas perdu. Et on peut dire la même chose de notre engagement à continuer l'investissement pour assurer la livraison de l'information, des recherches et des programmes aux personnes qui sont touchées par l'ASP, particulièrement pendant ces époques troubles et difficiles. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous sommes, on se bat pour fournir le soutien nécessaire pour tous les systèmes de santé au Canada. Mais je sais que tous ensemble, en tant que communauté de l'ASP, on tentera tout ce qui est possible pour trouver des solutions pour que les gens qui ont l'ASP sont au centre de tout ce que nous faisons. La résilience, je le sais, nous l'avons tous, sera très important dans cette époque difficile. Même si c'est un peu différent d'ici, l'énergie et la continuité résonnent partout dans le pays et ça nous sert de rappel que même si on ne peut pas être en personne ensemble, nous pouvons quand même toujours agir ensemble. Nous pouvons commencer à trouver des façons de continuer de soutenir la recherche. Nous pouvons nous porter volontaires et bénévoles pour faire un appel téléphonique aux gens qui ont besoin d'appui dans ces époques d'isolement pour plusieurs Canadiens. On peut aller en ligne et faire une donation. On peut s'engager dans nos réseaux sociaux et partager avec nos voisins notre cheminement personnel avec l'ASP pour encourager et inspirer ceux qui parlent d'une voix consolante. Nous pouvons et nous serons résilients ensemble. À vous tous qui se joignent à nous cette semaine pour MS Connect, j'espère que vous aurez une occasion de poser des questions, d'apprendre quelque chose de nouveau, de partager vos questions, de vous relier à d'autres personnes et de satisfaire votre curiosité. Merci de faire partie de cette communauté prospère en plein élan. Vous êtes la force d'une communauté de l'ASP qui est l'exemple de notre but d'un monde sans SP. Merci, Pam. Vos commentaires sont merveilleux et extrêmement appréciés. Et vous savez, c'est un appel à l'action très fort. Et ce que je retiens de votre commentaire, il y a deux ou trois choses. D'abord, les connexions communautaires peuvent planter les graines de la résilience. Absolument. La recherche est fondamentale. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on sait qu'il y a eu une incroyable quantité d'élan et de progrès et ça doit continuer de bouger, d'avancer. Des occasions comme cette conférence MS Connect, c'est un grand exemple pour mettre les gens ensemble pour faire avancer le bateau. Merci de vos commentaires et de vos remarques si utiles. Maintenant, j'aimerais vous présenter à l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, qui va vous faire quelques remarques d'ouverture. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous tous aujourd'hui, du merveilleux territoire du peuple algonquin. Je suis sûr que vous êtes tous sur un territoire traditionnel différent pour vous joindre à nous virtuellement. Et je sais qu'on préférerait beaucoup tous être en un seul endroit, tous ensemble. Mais je veux vous remercier de vous être joints à encore un autre appel à une autre conférence virtuelle. Je suis sûr que vous êtes tous épuisés, mais c'est important de continuer à travailler ensemble. C'est important de continuer à nous réunir, même de façon virtuelle, dans notre quête pour avancer. Je sais que la Société de la sclérose en plaques travaille de façon infatigable avec les gens qui travaillent qui vivent avec l'ASP et leurs familles pour mieux comprendre et investir dans la recherche, pour appuyer les familles et pour comprendre comment prévenir l'ASP. Ce sont là tous des genres de questions qui, je sais, sont au cœur de la recherche que vous allez entendre aujourd'hui. Et au nom de l'ensemble du gouvernement du Canada, je veux remercier la Société canadienne de la sclérose en plaques, je veux remercier la famille de la recherche, les médecins, les travailleurs de première ligne qui travaillent si fort pour protéger les gens qui ont l'aspect de la dévastation de la COVID-19. Vous savez que les gens qui ont des conditions sous-jacentes sont ont de mauvaises issues s'ils attrapent la COVID-19, y compris le décès. Nous devons travailler avec diligence pour protéger les plus vulnérables de nos communautés, y compris ceux qui vivent avec l'ASP ou une autre maladie sous-jacente. Sur cette note, merci beaucoup et j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses sur cette merveilleuse recherche qui se passe partout au pays et je veux que vous sachiez que je suis avec vous en esprit tout au long de la conférence et j'ai hâte d'entendre vos conclusions et les résultats de vos délibérations. Merveilleux. Merci,
à la ministre de nous avoir envoyé ses remarques d'ouverture. Et maintenant, je suis ravi d'avoir la possibilité de vous présenter notre conférencier principal, le docteur Jack Antle, qui nous fera une présentation sur comment la recherche fondée sur les progrès déjà réalisés, une approche multidisciplinaire. Le docteur Jack Antle est un neurologue clinique qui coordonne la recherche et les programmes de traitement et de recherche en sclérose en plaques à l'Institut neurologique de Montréal. Ses intérêts de recherche comprennent la compréhension des mécanismes des lésions aux tissus, ainsi que la réparation qui représente le cours caractéristique de la maladie de l'ASP et comment on peut les cibler de façon thérapeutique. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir virtuellement de façon très chaleureuse le docteur Jack Antle. Jack. Bonsoir, bonjour, bonsoir. J'aimerais remercier la Société de l'invitation qu'ils m'ont faite de prendre part à la conférence MS Connect. Et je veux particulièrement remercier les remercier pour l'appui qu'ils ont donné à la recherche ici au Canada pendant tellement d'années. Ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est de vous présenter un survol des progrès qui ont été faits du côté de l'ASP. Mais j'aimerais vous parler aussi des défis auxquels nous faisons encore face pour comprendre et traiter la sclérose en plaques. Je veux particulièrement reconnaître la contribution des nombreux chercheurs partout au Canada qui, passés ou présents, qui apportent ou ont apporté des contributions majeures à la recherche en ASP. Je n'ai pas voulu exclure explicitement personne et j'espère qu'aucun de mes collègues ne seront insultés si je ne mentionne pas les noms de façon spécifique. Donc, pour démarrer ce soir, je veux vous montrer plusieurs sujets avec vous. Je veux d'abord vous expliquer qui peut avoir l'ASP, qu'est-ce qui détermine la susceptibilité à l'ASP et le cours de la maladie, et quels sont les mécanismes biologiques qui sous-tendent l'apparition et l'évolution de l'ASP. Ensuite, on va parler de comment on traite l'ASP, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir. Et un point très important tel que mentionné par Pam Valentine, c'est comment pouvons-nous superviser l'évolution de la sclérose en plaques pour qu'on puisse anticiper ce qui va se produire et intervenir aussitôt que possible. Alors, je pense que nous devons commencer par réfléchir à ce qu'est l'ASP. Qu'est-ce que l'ASP? On sait que c'est la façon dont le système nerveux fonctionne, la façon dont il peut fonctionner. On sait qu'il y a de la conduction électrique qui transporte les signaux dans le cerveau. Et pour que ces conduit électrique fonctionne, cela doit passer par des fibres nerveuses et pour que ce soit un processus efficace, il faut qu'il y ait de l'isolation autour de ces fibres nerveuses. Et c'est ce qui s'appelle de la myéline. Et si cette myéline est endommagée, la conduction électrique nerveuse ne fonctionnera pas et même les fibres nerveuses sous-jacentes sont à risque de dégénérescence. Et donc, quand on pense à la SP, on pense à la question de savoir qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a des lésions à la myéline? Et à mesure que je vais avancer, on va parler des cellules qui fabriquent la myéline, que l'on appelle les oligodendrocytes. Alors, mettez ce mot dans votre dictionnaire, oligodendrocytes. On connaît la ASP et les dommages qu'elle peut faire à la myéline depuis très longtemps. Le fameux neurologue français Charcot a présenté ce diagramme pour nous il y a de très nombreuses années lorsqu'il nous a montré cette image qu'il y a des fibres nerveuses. Et si vous voulez, c'est les personnes qui ont l'ASP qui semblent avoir perdu leur myéline. Et il a réalisé aussi que des personnes à l'époque avaient indiqué qu'il pourrait y avoir une certaine inflammation dans la région où ces lésions à la myéline, ces dommages s'étaient produits. Alors, on a tout rassemblé ces observations pour essayer de comprendre quelle est cette maladie qu'on appelle la sclérose en plaques. Alors, on commence par la maladie de la SP et on essaie de décider, de comprendre plutôt, qui va attraper la SP, qui va avoir la SP et qu'est-ce qui détermine la susceptibilité à cette maladie. On a divisé ça en deux aspects principaux. Est-ce qu'il y a une susceptibilité génétique ou est-ce qu'il y a quelque chose dans notre environnement? Et si vous regardez cette carte du monde, ça vous montre où sont les plus hauts niveaux de la maladie. Vous pouvez voir qu'on est en plein cœur des zones de haute prévalence. Et pourquoi? Y a-t-il quelque chose dans nos gènes ou est-ce que c'est quelque chose dans notre environnement ou l'ensemble de toutes ces choses?
Et je veux pointer ici vers les efforts de pionniers de la communauté canadienne dirigés au début par Jock Murray et le feu Doug Petty, qui ont mis sur pied des réseaux pour que de grands nombres de patients ayant l'ASP puissent être identifiés, qu'on puisse commencer à faire les statistiques pour essayer de comprendre la question de la susceptibilité. Et le travail de George Ebers et Desi Sadovnik nous dit que eux, ils ont approché ça en regardant des familles où il y a de l'ASP. Ils ont même regardé des jumeaux identiques, des jumelles identiques. Ils ont montré que quelquefois, il y a 2 jumelles qui ont la maladie, mais beaucoup plus élevées que des frères et sœurs ordinaires. Mais ce n'est pas 100%, seulement 35%. Mais ça indique qu'il y a une contribution génétique à la maladie. Et par les années subséquentes, à mesure que la génétique moléculaire s'est développée, il y a des milliers de patients, l'ADN de milliers de patients a été examiné et il y a eu des centaines de gènes où on a vu des différences dans certaines expressions génétiques qu'on a détectées qui semblent être un facteur de susceptibilité pour l'ASP. Et ce qui est important, c'est que la plupart de ces gènes sont des gènes qui sont impliqués dans le système immunitaire de l'organisme. Jusqu'à présent, on n'a pas identifié un gène qui détermine le cours de la maladie, mais on a déterminé plutôt la susceptibilité à la maladie par un ensemble de gènes. Et on espère qu'à mesure que nos études continuent, on va identifier qu'est-ce qui dirige l'évolution de la maladie. Et comme George Evers l'a dit aussi, dans les familles où il y a plusieurs cas dans une famille, c'est surtout dû à la génétique. Le risque populationnel est fortement influencé par l'environnement. Et on sait qu'il y a des patrons très changeants de la maladie, de sorte que l'incidence de la maladie semble augmenter chez les femmes plus vite que chez les hommes actuellement. Et le SP de type occidental se voit de plus en plus chez les Asiatiques qui déménagent dans l'Ouest, en Occident. Alors, encore une fois, on commence à regarder ces facteurs environnementaux. Et ce qui peut vous intéresser, c'est que la première subvention de la Société canadienne de la sclérose en plaques a été accordée en 1948 au Dr. Wilder Penfield, qui était le fondateur de l'institution dans laquelle je travaille, à McGill, et Roy Swank, un neurologue. Le Dr. Swank a été travaillé en Norvège, où voici cette affirmation sur l'article de 1952 nous dit que les chercheurs ont déterminé que l'incidence d'ASP est la plus élevée chez les producteurs laitiers dans les régions agricoles laitières de la Norvège. Et il a impliqué le régime alimentaire à ce moment-là comme un facteur qui contribue à la maladie. Et ces études et plusieurs autres grandes études ont été faites. Et il y a des choses qui semblent vous rendre plus susceptibles à la maladie. Il y a par exemple une faible vitamine D, exposition au virus de l'Ebola, le tabagisme, même beaucoup d'intérêt qui est accordé actuellement aux bactéries qui vivent dans l'intestin et qui ont un grand rôle pour déterminer votre statut immunitaire. Comment est-ce que ça peut influencer la maladie? Et aussi, la diète, le régime alimentaire revient dans toutes ces études. Dans cette étude ici, dans ce graphique, on vous montre l'évolution de l'ASP. Et toutes ces barres vous montrent que ce sont des poussées, des rechutes de la maladie. Alors, dans l'ASP cyclique, le temps est sur la cyclique. D'habitude, l'ASP commence par un poussé. La personne ressent un symptôme, un trouble neurologique, mais il y a une récupération. Ensuite, il peut y avoir une autre poussée. Et pour certaines personnes, c'est tout ce qu'ils auront dans leur maladie. Pour d'autres, ils vont graduellement commencer à accumuler des déficits neurologiques et cette transformation, cette évolution devient une forme progressive et c'est ce qu'on appelle la sclérose en plaques secondaire progressive. Il y a certaines personnes où ça semble progresser dès le début. Alors, on pense comprendre qu'est-ce qui cause une poussée, qu'est-ce qui est à la base de la récupération et qu'est-ce qui contribue à la progression. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Et sur ce graphique qui a été dessiné pour nous par notre ancien collègue Amik Bauer, vous voyez les rechutes, les poussées, les récupérations et la progression, mais cette fois-ci, on essaie de le relier aux pathologies sous-jacentes et aux mécanismes sous-jacents de la maladie. Et en bleu, ça correspond aux poussées, vous voyez cette inflammation dont nous allons parler. Et cette phase précoce donne de l'information. À mesure que la maladie progresse, cette inflammation semble moins apparente et on commence à parler de cela comme une
lésion de type dégénératif ou quelqu'un qui est dans le cerveau qui contribue à ce processus. Bon, si je vous regardez ce que le Dr. Bauer a fait, il a mis un petit peu de rouge ici, avant le bleu. Et ça indique ce que Tamberlin a aussi indiqué, que les défis, on ne sait pas exactement quand cette maladie commence, quand est-ce que ce processus commence, même avant que la personne ait une poussée. Et un enjeu très important, c'est est-ce que les poussées sont le signe de la première inflammation dans le cerveau ou est-ce que c'est ça qui va déclencher l'évolution subséquente de la maladie. Et ça a été souligné au niveau clinique par notre collègue et ami Karen Tremlett de Vancouver, qui, avec Dan Murray aussi, qui ont remarqué que les gens qui ont un diagnostic de SP par la suite sont déjà allés au médecin plus fréquemment que la population générale auparavant, ce qui indique qu'il pouvait peut-être y avoir quelque chose qui se passait assez tôt, même avant que la maladie ne devienne apparente. Alors, puisque j'ai mentionné ça, il y a des poussées, récupération et progression. Si on commence à regarder le cerveau, les tissus cérébraux de personnes qui sont affectées à différentes étapes de la maladie, on peut voir que ça a des aspects très différents. Voici une situation très aiguë, une poussée aiguë, et cette région bleue ici représente des cellules inflammatoires. Et beaucoup de ces cellules sont des cellules qui viennent de l'extérieur du cerveau, qui sont entrées dans le cerveau. Et ça, c'est un concept auquel je vais revenir dans quelques instants. Et à mesure que la maladie devient plus avancée, plus progressive, ce qu'on voit, c'est beaucoup de ce genre de choses, de cette inflammation qui vient de l'extérieur et il y a encore en brun ici, il y a quand même une inflammation par une cellule qu'on appelle myéloïde, des microglies ou des macroglies, et ces cellules persistent, ils sont résidentes dans le cerveau, et on doit comprendre comment elles contribuent soit à la lésion ou à la réparation de la lésion. Et dans les étapes très tardives, on voit très, très peu de cette inflammation, ce qui veut dire que comment est-ce que la maladie peut progresser, même si certaines de ces cellules inflammatoires actives ne sont pas là. Alors, le défi, c'est de comprendre comment chaque étape de la maladie procède et comment on peut les lier à chacun de ces mécanismes. Maintenant, si on porte notre attention sur cette lésion initiale ou l'événement initial, comment est-ce qu'on commence par avoir un événement inflammatoire initial dans le système nerveux central? On a appris ça dans la fin des années 1800, lorsque le fameux Louis Pasteur a développé un vaccin qui était efficace pour traiter une maladie qui était terrible. À l'époque, on appelait la rage. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la moelle épinière d'animaux qui avaient été diagnostiqués avec la rage et il a soutiré cette moelle épinière et il l'a injectée dans les gens. Et la plupart des gens qui avaient créé un anticorps ou une réponse immunitaire à ce vaccin, la plupart des gens réagissaient et étaient protégés contre la rage. Maintenant, malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui ont reçu cette injection de vaccin, mais qui, par la suite, ont développé une maladie inflammatoire du système nerveux qu'on a reproduit chez les animaux, et on appelle ça l'encéphalomyélite expérimentale provoquée chez l'animal. Et cette encéphalomyélite, c'est dû à l'activation d'une réponse immunitaire qui a fait en sorte que les cellules entrent dans le cerveau et causent de l'inflammation. Maintenant, c'est très important ici, par contre. Les vaccins que nous faisons actuellement ne sont pas faits de la façon que le docteur Pasteur faisait ses vaccins au 19e siècle. Il n'y a aucun tissu nerveux dans ces vaccins parce que ce qui était fait, c'est qu'il prenait de la moelle épinière ou du système nerveux, du tissu qui n'avait pas le virus et il l'injectait et dans les constituants du cerveau et ça pouvait induire une réponse immunitaire et la maladie aussi. Alors, encore une fois, c'est très important de savoir que le vaccin actuel contre la COVID, les vaccins ne sont pas faits de cette façon. Mais ceci a établi le principe que si vous activez le système immunitaire à l'extérieur du cerveau, ça peut être recruté vers le cerveau et causer de l'inflammation dans le cerveau. Et c'est ce que nous croyons qui se passe avec les lésions aiguës qui sont associées avec les poussées. Et je vais dire quelques mots supplémentaires là-dessus. Maintenant, comment est-ce qu'on peut visualiser ça chez les humains? Et voici cette grosse percée
qu'on a maintenant depuis 30 ans, c'est un développement de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Ce que je vais vous montrer ici, c'est le processus dynamique des lésions qui vont et viennent en sclérose en plaques. Voici une lésion qu'on voit sur un scan et au prochain scan, on voit ici en haut, cette lésion semble s'être résolue, résorbée. D'autre part, en même temps, il y a une région ici où il n'y avait pas de lésion auparavant et lors du deuxième scan, une nouvelle lésion est apparue. Alors, ces lésions vont et viennent. Il y a aussi des lésions qui ne partent pas. Et ceci illustre que la quantité de lésions qui est causée peut mener à un déficit sous-jacent permanent. Alors, l'ASP, c'est pour ça qu'on appelle ça de la sclérose en plaques multiple en anglais. C'est parce que les lésions sont multiples et viennent de différentes façons à différents endroits. Maintenant, voici l'illustration de la façon dont ce processus fonctionne. Alors, ici, je vous montre avec ma flèche, voici le système immunitaire qui est à l'extérieur du système nerveux. Et il se fait activer et des cellules, des lymphocytes, là, de l'extérieur, traversent, rentrent dans le cerveau. Ils traversent une barrière. Ils sortent des vaisseaux sanguins et on appelle ça la barrière hémato-encéphalique. Alors, ces cellules immunitaires s'attachent à la barrière hémato-encéphalique, traversent cette barrière, entrent dans le cerveau et ils vont commencer à endommager les cellules que vous pouvez mettre dans votre dictionnaire qu'on appelle les oligodendrocytes. Ça endommage les oligodendrocytes. Pourquoi c'est important, ces oligodendrocytes? C'est particulièrement important parce que une fois qu'on a trouvé ce concept, on peut commencer à faire des médicaments qui vont interrompre une étape ou l'autre de ce processus. Par exemple, vous pourriez dire, voici une image d'un lymphocyte T, et je veux dire, ce lymphocyte T, supposons qu'il rentre dans le cerveau. Qu'est-ce qui arrive si on se débarrasse de ce lymphocyte T? Qu'est-ce qui arrive si on se débarrasse des lymphocytes B, etc., etc. Ou qu'est-ce qui arrive si on prévient ces cellules d'adhérer à la barrière hémato-encéphalique? Et même si vous regardez toute la liste des médicaments que nous avons, c'est comme ça qu'ils agissent à une étape ou l'autre. On a des médicaments qui se débarrassent des lymphocytes B précoces et préviennent l'activation du système immunitaire tout de suite, là. On a des médicaments qui préviennent les lymphocytes T de sortir des ganglions lymphatiques où ils sont au départ et ils ne peuvent pas traverser dans le cerveau à ce moment-là. Nous avons des médicaments qui arrêtent les cellules immunitaires et les lymphocytes de s'attacher à la barrière hémato-encéphalique. Alors, tous les médicaments actuellement approuvés agissent sur une de ces étapes, sur des cellules qui sont à l'extérieur du système nerveux, qui essaient d'entrer dans le cerveau. On va commencer à parler bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le système nerveux central maintenant? Je vais vous indiquer qu'une grande partie de notre conception du trafic, de la circulation, comment ça peut passer de l'extérieur du cerveau dans le cerveau à travers la barrière hémato-encéphalique, c'est le travail de mes bons amis et collègues Catherine Larochelle et Alex Pratt de l'Université de Montréal. Maintenant, si vous pensez que les lymphocytes T et les lymphocytes B, c'est compliqué, là, et en fait, ça vient sous plusieurs différentes variétés. J'ai quelqu'un qui travaille à un post-doctorat dans mon groupe et il a divisé les lymphocytes T et B en plusieurs sous-ensembles. Et à mesure qu'on comprend chacun de ces sous-ensembles, peut-être qu'on peut devenir plus sélectif dans nos thérapies si on peut enlever ceux qui contribuent le plus à la maladie et laisser derrière assez de lymphocytes ou de cellules pour qu'il n'y ait pas de risque à prendre les médicaments en question. Maintenant, si on entre dans le cerveau, voici nos amis, les fibres nerveuses, avec la myéline autour, les cellules qui fabriquent la myéline. Et maintenant, on commence à s'attaquer à la façon de, une fois que les cellules sont rentrées dans le cerveau, ces lymphocytes, comment ils s'y produisent pour endommager la myéline ou même la fibre nerveuse sous-jacente. Et on peut montrer qu'il y a des catégories spéciales de lymphocytes T qui peuvent faire ce démarche. Ces cellules myéloïdes que je mentionnais, ces macrophages et ces macroglies et les molécules qu'elles produisent. Alors voici, ça c'est du travail fait par Nathalie Arbour et encore Catherine Larochelle d'ailleurs. Madame Arbour est à Terre-Neuve maintenant et Peter Johnson. On montre ici les petites molécules qui peuvent causer les dommages et les lésions. Et si on recherche des médiateurs potentiels, on commence à identifier, à repérer des interventions thérapeutiques possibles. À notre avis, un enjeu très important, c'est le pathologiste.
quand ils regardent les stades très aigus de l'ASP, on voit tous ces oligodendrocytes. On peut montrer qu'ils sont blessés, endommagés, mais ils ne sont pas perdus. Ils restent là, même à un stade avancé. Alors, ces oligodendrocytes, si on pouvait prévenir l'entrée dans les oligodendrocytes, ça pourrait les protéger ou les stimuler pour participer au processus de réparation. Alors, je pense qu'une très bonne nouvelle ici, c'est cette intervention précoce qui a une chance de sauver ces oligodendrocytes et permettre qu'ils gardent leur fonction. Et voici, c'est illustré de travaux que nous avons faits ensemble avec notre collègue Sam Waldwin. Et je mets ça ici parce que je veux rendre honneur à Dr. Sam Waldwin, qui a été un des remparts des entreprises de recherche sur l'ASP au Canada pendant de nombreuses années et président du conseil consultatif et aussi au conseil de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Et encore une fois, la marque de toutes ces études, c'était que si vous prenez des lymphocytes B et si vous intervenez de façon assez précoce, ces lymphocytes T peuvent se récupérer une partie de leur fonction au moins. Alors, ceci soulève la possibilité de neuroprotection, un domaine qui ne fait que commencer dans le domaine de la sclérose en plaques. Maintenant, j'aimerais passer ce qu'on suit. Qu'en est-il des poussées ici? Ici, j'ai illustré pour vous un cas de sclérose en plaques où ici, voici une lésion typique de la démyélinisation. En fait, on n'est pas certain de l'étiologie, mais on fait une biopsie de cette lésion. Et voici de la myéline. Et dans la queue ici, on montre que la myéline est détruite. Et voici l'inflammation. Ce qui est important ici, c'est que quand on a fait un scan de suivi sur cette même personne, la lésion était partie. Il est clair que ça illustre ici que la réparation de la myéline peut se produire dans le système nerveux. Et on sait, d'après les études animales, que si vous prenez un animal, si vous lui donnez une toxine, qu'est-ce qui va se passer ici? On sait, c'est que l'animal, voici une partie du cerveau qu'on appelle le corps calleux, et voici une toxine, la myéline est partie, et si vous enlevez la toxine, ça revient, sa myéline revient. Et ça se produit même dans la phase aiguë, même lorsqu'il y a des lésions aiguës, on voit de la récupération, et ça a stimulé notre recherche de mécanismes qui vont permettre à la remyélinisation de se produire dans le système nerveux. Jusqu'à présent, on pensait que la plus grande partie de cette remyélinisation était faite par des cellules qui étaient à une étape précoce dans le développement qu'on appelle les progéniteurs, les cellules progénitrices, et c'est elles qui prennent part à la réparation. Mais certaines nouvelles données suggèrent que même les vieux oligodendrocytes participent aussi à la remyélinisation. Et nos nouvelles technologies nous permettent d'isoler les cellules du cerveau. On a de la chance ici que dans notre institution, on travaille avec des tissus chirurgicaux. Ce n'est pas de l'ASP, mais ce sont des tissus qui sont enlevés dans le cadre de procédures chirurgicales. Et ceci nous permet de prendre des tissus adultes et pédiatriques pour identifier les cellules progénitrices dans le cerveau humain. Et maintenant, on peut comprendre leurs propriétés et on peut apprendre plus sur ce qui fait fonctionner les cellules de façon plus efficace. Et si les cellules d'enfants, par exemple, sont plus efficaces que celles d'adultes, eh bien, qu'est-ce qui change avec le temps de l'enfant à l'adulte et sur quoi on peut intervenir? Alors, le tissu, la question devient, pourquoi la remyélinisation est-elle variable? Pourquoi certains patients récupèrent et d'autres pas? Et il y a plusieurs choses d'abord. D'abord, une des choses, c'est, comme j'ai mentionné auparavant, l'âge de la lésion. Et c'est du travail ici qu'on a fait avec notre bonne amie d'Allemagne, Tanja Pullman. Si vous regardez les lésions aiguës lors d'une biopsie, on voit que la quantité de remyélinisation est plus apparente que si vous regardez des stades tardifs qu'on peut faire, par exemple, dans une autopsie. On sait aussi que l'ampleur des lésions peut être un facteur important et même le site de lésion, c'est aussi un facteur important. Les femmes ont tendance à se remyéliniser mieux que les hommes et aussi un enjeu très important qui surgit maintenant, c'est que de façon expérimentale, si on regarde l'âge lui-même, les personnes âgées ne se remyélinisent pas aussi bien que les plus jeunes et ce sont des données qu'on peut voir maintenant dans les études. Et un enjeu important, c'est de savoir si c'est une réflexion des propriétés intrinsèques de la cellule ou
est-ce que les cellules ne reçoivent pas les signaux de leur environnement et c'est pour ça qu'elles ne sont pas aussi efficaces qu'elles pourraient l'être. Mais si elles ont la capacité intrinsèque de myéliniser, peut-être que ce qu'il faut regarder plus soigneusement, c'est quel est l'environnement où ces cellules vivent. Et peut-être qu'on pourrait fournir des stimulants ou les signaux dont elles ont besoin pour que la réparation se produise. Bon, maintenant, on va passer à l'ASP progressive, qui est le vrai problème auquel on doit faire face. Et je vous montre ici un scan IRM de la personne. Ce scan a été fait lorsque cette personne pouvait encore marcher, même en boitant. Et voici quelques années plus tard où elle devait prendre une marchette. Vous n'êtes pas tous des experts pour lire des IRM. Je pense qu'on peut voir facilement quand même qu'il y a très peu de nouvelles lésions qui se produisent. Alors, le nombre de nouvelles lésions inflammatoires est minimal chez cette personne. Alors, il doit y avoir d'autres mécanismes de lésions, de maladies qui influencent l'évolution de la maladie. Et ces lésions sont dans la partie du cerveau qu'on appelle la substance blanche. Et maintenant, avec des imageries plus sophistiquées, avec des études, avec mon collègue Doug Arnold et d'autres, on peut démontrer que ces lésions peuvent prendre de l'expansion avec le temps. Et donc, il y a des processus locaux qui causent l'expansion de ces lésions. Ce qu'on reconnaît aussi maintenant, ce n'est pas seulement la substance blanche, mais si vous regardez la surface du cerveau, vous pouvez voir aussi que la matière cervicale perd aussi un peu de myéline, un peu de démyélinisation. Donc, il y a un autre processus qui se produit. Et est-ce que c'est causé par la surface du cerveau? On appelle ça dans les méninges, ces enveloppes du cerveau. Et il y a des cellules inflammatoires qui sont là. Et y a-t-il des composantes du système immunitaire qui sont là, qui sont en train d'endommager le cerveau sous-jacent, le tissu cérébral? Et il y a du travail formidable qui est fait là-dessus par notre collègue Gummerman, Jennifer Gummerman de Toronto et son équipe avec les auteurs que vous voyez ici. Alors, nous avons un nouveau mécanisme que nous devons comprendre maintenant et peut-être comprendre mieux. Il faut considérer que les dommages peuvent se produire pas nécessairement dans le cerveau, mais aussi dans la moelle épinière. Et cette étude très détaillée faite par Ji Wang Ho, que plusieurs d'entre vous connaissent, qui dirige le problème à l'hôpital St. Michael's de Toronto. Et ça aussi, ça regarde de façon plus spécialisée ce qu'on appelle l'image aqueuse par un groupe qui a été développé par des pionniers à l'Université de la Colombie-Britannique. Voici on voit qu'il y a des contributions par nos collègues un peu partout au pays quand on essaie de comprendre la SP progressive. Où se produisent les dommages et qu'est-ce qui cause les dommages. Et ce petit dessin que vous pouvez peut-être voir là, je l'ai mis surtout pour vous montrer la relation avec la surface sur le dessus du cerveau qui peut agir sur le cerveau sous-jacent. Et on voit ici, je ne pense pas que vous puissiez le voir, il y a des cellules. Ça, c'est l'environnement dans le cerveau. Et ici, on voit d'autres types de cellules qu'on appelle des astrocytes et de la microglie. Et mettez ça dans votre dictionnaire aussi, parce que vous allez beaucoup entendre parler de ces astrocytes et de ces microglies pour comprendre le progrès de la maladie. Alors, pourquoi la maladie progresse-t-elle dans l'ASP? Qu'est-ce qui fait en sorte que les lésions continuent avec une composante immunitaire? Peut-être qu'il y a un échec de réparation. Et l'autre concept compliqué, c'est que s'il y a eu une lésion de cellules, avec le temps, ils ont tellement de stress qu'elles ne peuvent plus se maintenir. Et finalement, il y a une panne d'énergie dans ces cellules et défaillance énergétique. Hein? Et à mesure qu'on accumule des données sur ces processus, comment est-ce qu'on peut intervenir? C'est la prochaine question. Ensuite, à mesure qu'on avance ici, voyons la question des cellules que je vous ai présentées, ces astrocytes et la microglie. Les astrocytes et la microglie. Je vous montre ici sur cette image, mon curseur ne marche pas, je vais vous le décrire plus de façon verbale. Ce qui est à votre gauche, ce sont des astrocytes dans une lésion de SP très active et où c'est jaune, c'est un petit peu une plaque chronique de SP. Vous voyez que ces cellules n'ont pas la même morphologie. Et ce que vous pouvez faire, soit dans la SP
ou même dans un système modélisé dans les souris qu'on appelle le EAE, encéphalomyélite expérimental chez les animaux. Ça a été fonctionné par mon collègue Konata avec le soutien de l'Alliance sur la SP progressive. On peut montrer que ces sites qu'on voit très précocement dans la maladie semblent contribuer à l'évolution de la maladie. Et on voit que plus tard, si ça a été bon pour l'évolution ou s'ils essayaient de protéger, on ne sait pas. Mais au début, je dirais qu'ils essayaient de protéger, mais ensuite peut-être qu'elles contribuent à l'évolution des lésions. Et nous devons comprendre qu'est-ce que ces cellules produisent et comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à la réparation. J'aimerais attirer votre attention sur des études qui ont été faites par Wei Yong et un superbe article avec sa fille sur comment la neuroinflammation peut en réalité contribuer à la réparation des lésions du système nerveux central. Et cette diapo, qui n'a pas l'air de s'afficher, mais je veux simplement la résumer ici, les cellules gliales que j'ai mentionnées dans la microglie, les astrocytes et les cellules gliales de la microglie, non seulement se parlent l'une à l'autre, mais aussi reçoivent des signaux de l'extérieur. Et celui sur lequel je veux insister pour vous, c'est dans les travaux de Frank Cortana encore, c'est que les produits de l'intestin qui proviennent du microbiote intestinal peuvent entrer dans le cerveau. Et ici, vous pouvez voir comment le monde extérieur peut signaliser et faire des signaux dans le cerveau. Et quand on passe aux autres types de cellules gliales, dans la microglie, lorsque vous avez des lésions à la myéline, vous n'aurez pas de réparation à moins que ce dommage n'ait accéléré. C'est ce que font justement les cellules gliales de la microglie. Mon travail de Oldhammer a pu montrer les mécanismes par lesquels les microglies peuvent enlever la myoline et on peut montrer que la vitamine D peut contribuer même à ce processus. Mon ancien collègue, Véronica Miron, qui est une Canadienne, maintenant exilée en Écosse, Véronica Miron, elle a pu montrer comment la microglie peut contribuer à promouvoir la réparation. L'essentiel, c'est que ces cellules gliales ici sont des cellules dynamiques qui, dans certaines circonstances, vont contribuer à protéger les cellules ou à encourager la réparation, mais dans d'autres conditions, elles peuvent contribuer à la lésion. Et il faut apprendre comment modéliser tout cela, comment comprendre tout cela et manipuler ce système. Je veux simplement ici vous indiquer que ce qui est important dans la SP progressive, il faut s'assurer qu'il y a des mimiques de la SP. C'était une étude de ma collègue Roberta Lapiana où une personne, on pensait qu'elle pouvait avoir la SP progressive, avait en fait une anomalie génétique sous-jacente qui n'était pas la SP. Ben alors, qu'est-ce que l'Alliance pour la SP progressive fait là-dessus? Comme vous savez, la Société canadienne de la sclérose en plaques a contribué de façon très forte à cela. Et j'aimerais simplement indiquer que parmi les 3 gros programmes qui ont lieu actuellement au cours des 3-4 dernières années, il y a des Canadiens qui participent à chacun de ces 3 programmes importants. Doug Arnold dirige celui qui porte sur les biomarqueurs et les réparations de la myéline. Malheureusement, c'est moi qui participe là. Et les microglies, on veut savoir comment ils participent, et les astrocytes. Ça, c'est du travail qu'on fait, Jack Antill et Alex Pratt. Moi-même avec Alex Pratt. Il y a une grande subvention collaborative avec Jennifer Gummerman qui examine les facteurs moléculaires qui peuvent contribuer à la progression de l'ASP et aussi cette étude importante qu'on appelle le CanProCo, où on suit une cohorte de patients partout au pays qui ont l'ASP progressive pour comprendre un peu ce qui se passe dans ce système. Mais qu'en est-il maintenant des thérapies? Ce que je veux vous montrer dans cette diapo ici, c'est que dans les premiers jours, les gens qui faisaient des études non contrôlées, il y avait beaucoup de contributions de la Société internationale de l'ASP qui, voyez-vous, en 1938 et 40, il y avait des prétentions, des allégations de traitement de l'ASP chronique avec des taux d'amélioration de 40 ou 50 %. 2 choses qu'on n'a jamais pu reproduire maintenant. Alors, pour des essais cliniques, maintenant, on attend avant que la maladie se manifeste pour passer à une thérapie précoce de la maladie. Et ceci vous montre simplement le nombre d'agents qui ont été utilisés pour l'ASP cyclique et les succès que nous avons eus.
La difficulté a été que les mêmes agents qui sont si efficaces pour l'ASP cyclique n'ont pas le même impact dans l'ASP progressive. C'est illustré par une maladie qu'on appelle rituximab. Et là, juste le fait d'agir sur le système immunitaire systémique, ce n'est pas suffisant. Et on voit qu'il faut agir sur des composants dans le cerveau lui-même. Est-ce qu'il y a une chance de rémyélinisation? Ça provient d'un article résumé, une revue qui liste, vous n'avez pas besoin de lire tous les agents, là, mais vous pouvez voir le grand nombre d'agents qui ont des effets pour stimuler la remyélinisation, en tout cas au moins dans les modèles animaux, pour les cellules en culture, et certains de ces médicaments arrivent maintenant dans les cliniques. Mais qu'en est-il des cellules souches maintenant? Les gens peuvent, vous pouvez enlever des cellules de la peau ou des cellules, vous pouvez en faire des cellules souches et ça peut se révéler des cellules myélinisantes. C'est illustré par le travail de ma collègue Tanya Coleman. Y a-t-il une chance raisonnable qu'on pourrait transplanter ces cellules souches? Ou est-ce qu'il est plus raisonnable de penser que, étant donné qu'on a ces cellules progénitrices qui sont dans le cerveau, est-ce qu'on pourrait les stimuler pour qu'elles soient plus efficaces? Maintenant, j'aimerais simplement clarifier, comme vous le savez, vous entendez souvent parler de cellules souches dans le contexte des gens qui ont un cancer de la moelle épinière, des transplantations, des greffes de moelle épinière avec les travaux de McHarkins et Friedman, des greffes de moelle osseuse, hein, on en entend parler beaucoup. Mais ce traitement vise à bloquer le système immunitaire et ces cellules souches sont utilisées pour remplacer le système immunitaire. J'aimerais donc résumer un peu ce que j'ai dit. J'espère que vous allez comprendre ce concept ici. Ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait véritablement protéger le cerveau par de la prévention, de sorte qu'il n'y ait pas de lésion, aucune lésion. Qu'est-ce qui arrive? Par contre, si on a une poussée aiguë, comme on voit ici, là, cette automobile qui a eu une collision, ça serait mon analogie avec une poussée aiguë. Est-ce qu'on peut en faire une réparation là? Et comme faire de la remyélinisation qui est très apparente et plus apparente d'ailleurs dans une situation aiguë. Quand on arrive à une étape tardive de la progression, il y a plusieurs autres variables. Si on permet à l'ASP de se poursuivre, on perd les cellules réparatrices. L'environnement devient hostile. Les fibres nerveuses sont dans une condition empirée. Alors, comment est-ce qu'on peut s'empêcher à arriver à cette étape? Et les défis sont que les thérapies qui fonctionnent ici vont-elles continuer à fonctionner par la suite? Alors, où allons-nous pour faire une recherche fondée sur des progrès déjà réalisés dans la recherche sur l'ASP? Et comme je veux résumer ici, nous avons cet effort multidisciplinaire actuellement. D'abord, qui peut avoir l'ASP? Première question. On est maintenant dans le domaine de big data, les mégadonnées, les grands réseaux, et on peut répondre de plus en plus à ce que sont les facteurs qui contribuent à l'ASP, les facteurs environnementaux. Quels sont les mécanismes? Il y a de grandes percées en biologie moléculaire qui nous donnent ces nouvelles façons de voir les choses. On va commencer à faire de plus en plus de médecine personnalisée à mesure qu'on comprend mieux quelles sont les variables qui contribuent chez chaque personne qui à l'ASP. Comment traiter l'ASP? Comment nous passer du laboratoire au chevet du patient? Il faut réduire les lésions. On a parlé de neuroprotection, stimuler la réparation et c'est là-dessus que je me concentre beaucoup. Mais je pense qu'aussi un enjeu très important, c'est comment pouvons-nous améliorer la fonction des personnes qui vivent actuellement avec l'ASP. Et vous allez entendre parler beaucoup plus de ça au cours de cette conférence MS Connect. Comment faire face à la douleur, la fatigue, quel est le rôle de l'exercice pour augmenter la plasticité du cerveau. Et graduellement, on va suivre l'évolution de l'ASP par l'imagerie cérébrale, des mesures physiologiques, des biomarqueurs qui vont tous nous dire et nous prédire, nous permettre d'anticiper ce qui se passe et comment on peut intervenir. Et comment est-ce qu'on travaille ensemble? Eh bien, je suis très fier du réseau de recherche clinique que nous avons maintenant établi au Québec et la même chose d'ailleurs dans l'ensemble du pays, puisqu'on travaille ensemble pour nous permettre de répondre à des problèmes de plus en plus difficiles. Et là-dessus, j'aimerais vous remercier. Merci beaucoup. Et nous sommes ouverts à prendre des questions et je vous souhaite une merveilleuse conférence au cours des 2
quelques prochains jours. Merci, Jack. On lui donne une main d'applaudissement virtuel, un chaleureux applaudissement. Vraiment, Jack, on apprécie beaucoup l'arc que vous avez décrit, d'où on vient, où on s'en va dans la communauté de la recherche. Et certainement, ça me souligne là, un grand nombre de percées qui ont eu lieu et d'incroyables zones que l'on étudie actuellement. Et tous ces travaux exigent qu'on continue l'élan. Donc, merci beaucoup de ça. Et merci aussi d'avoir ajouté quelques mots à nos dictionnaires collectifs. J'apprécie. Les oligodendrocytes, ça sort tout seul maintenant, les oligodendrocytes. Eh bien, comme vous l'avez indiqué, on a maintenant du temps pour des questions. Et pendant qu'on attend que certaines de ces questions nous arrivent, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que vous pouvez entrer des questions dans la boîte de conversation, la boîte aux questions. Et je vous en prie, à mesure qu'on va voir les questions arriver, on va essayer d'y répondre. Mais à mesure que les questions arrivent, j'ai une question pour vous. Pouvez-vous faire un commentaire sur la COVID-19 et les implications que la COVID-19 a eues sur la recherche aujourd'hui? OK. Bien sûr, la COVID a attiré beaucoup de notre attention et comme Pam l'a mentionné très tôt, il fallait savoir tout de suite dans l'ASP si les gens qui ont l'ASP allaient avoir une réponse différente à la COVID. Heureusement, il semble que la réponse est non, heureusement. Et même avec les différentes thérapies qu'on a, même les gens qui sont sur différentes thérapies, sauf pour les inhalosuppresseurs les plus puissants, le risque causé par les thérapies concurrentes ne semble pas vraiment mesurable ou très négligeable et on peut continuer pratiquement toutes nos thérapies dans la situation actuelle. Nous allons devoir faire face à la question de l'immunisation. Il va falloir retarder un petit peu le moment où les gens seront immunisés avant de pouvoir y passer, mais on va pouvoir le faire. Mais il semble qu'on est chanceux que les gens qui ont l'ASP ne sont pas pires dans leur susceptibilité à la COVID. Mais j'aimerais insister avec les gens. Faites attention, soyez prudents, suivez les recommandations. Vous n'avez pas besoin d'avoir la COVID. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Absolument. Très bien dit, merci. Une autre question, peut-être, avant de passer à la boîte de conversation, une question personnelle de ma part. Pouvez-vous faire un commentaire sur les implications? Quelles seraient les implications s'il y avait une réduction dans la recherche, que ce soit sur la COVID ou de façon plus large? Les opportunités pour les chercheurs actuellement sont là. Les chercheurs, les recherches, ça devient de plus en plus cher et une grande partie de la recherche est maintenant effectuée par des jeunes très brillants. Plusieurs se sont investis, se font investir par la Société canadienne ou d'autres subventions, sont prêts à fleurir, à entrer en action, à apporter des idées auxquelles on n'avait jamais pensé, j'espère. Il ne faut pas perdre cette génération, il ne faut pas perdre ces jeunes rechercheurs qui nous arrivent. C'est un impact majeur. Il est clair qu'on a perdu du temps en partie parce qu'on n'était pas capable d'effectuer le travail maintenant. Mais il est clair que il ne faut pas promettre trop, mais je pense que le genre de travaux qui se fait actuellement avec les technologies qui sont là, on aimerait vraiment qu'on en tire profit. Des choses comme l'imagerie, superviser la machine, l'apprentissage machine aussi. Ça vient de s'ouvrir, c'est un tout nouveau domaine. Je sais que la Société de la sclérose en plaques investit de façon importante, a investi très récemment de façon très importante là-dedans. Et il y a des gens qui travaillent là-dedans. Et pour eux, si on devait mettre ce travail de côté, ce serait quelle perte ce serait? Ce serait une grosse perte. On pourrait nommer toutes sortes de choses comme ça. Perdre cela actuellement, ce serait très, très, très dommageable. Et comme Pam l'a dit, l'ASP, c'est une maladie où on a fait beaucoup de progrès. Et le progrès nous a montré où sont les défis, où il reste des défis. Et maintenant, on essaie de s'attaquer à ces défis. On veut que les gens participent. On veut utiliser toutes les différentes approches. Alors, votre question est un défi pour nous. C'est un défi qui est très important.
Très bien dit, merci. Maintenant, je porte mon attention à la boîte de conversation. Encore une fois, j'encourage ceux qui écoutent ou qui regardent la séance de mettre des questions. La première provient de Victoria. Qu'est-ce qui est considéré comme de jeunes cellules? Pouvez-vous définir ce que vous appelez jeunes cellules? C'est une excellente question. Et vraiment, on regarde ici la chose d'un point de vue des oligodendrocytes. On parle des jeunes oligodendrocytes. Hein? Et ce que les gens ont démontré dans les systèmes comparables, et ce qu'on voit ici aussi dans des tissus humains, des matériaux humains, c'est que si vous prenez des tissus, des cellules provenant d'enfants, et si vous prenez des jeunes souris par rapport à des vieilles souris, par exemple, mais restons chez les humains, là, les jeunes, les cellules des jeunes peuvent se réparer plus rapidement que les personnes plus âgées. Et ici, ça peut être que dans ces types de cellules, il y a des cellules qui sont très matures, il y en a qui ont déjà fait leur travail, ils ont déjà fabriqué leur myéline, mais on a peut-être encore des cellules de réserve qu'on appelle des cellules progénitrices. Est-ce qu'on peut mobiliser ces cellules progénitrices des oligodendrocytes? Mais il y a plus de travail qui se fait actuellement. Si vous prenez des cellules plus âgées et si vous les mettez dans un cerveau plus jeune, chez les animaux, il semble quand même, ces vieilles cellules semblent avoir plus de fonctionnalité que si vous mettez des vieilles cellules dans un vieux cerveau ou des jeunes cellules dans un jeune cerveau. Alors, est-ce que c'est l'environnement qui contribue? On ne sait pas. Si c'est le cas, ça serait peut-être plus facile de manipuler les cellules que si les cellules ont déjà perdu leur potentiel. Donc, c'est plus facile de parler de jeunes et de vieux en passant des enfants et des adultes assez avancés. Ben, où est le seuil exact? Là, on ne sait pas exactement encore. D'accord, merci, merci. C'était une bonne question. Prochaine question. Y a-t-il un âge où la reproduction de la myéline est plus probable? Chez les humains, la myéline est produite juste avant qu'on naisse et au cours des quelques premières années après. Alors ça, c'est le moment où la myélinisation est la plus active. Et il semble que, heureusement, chez les humains, on n'a pas les modèles qu'on peut faire chez les animaux. Chez les animaux, ce qu'on fait, vous leur donnez une toxine, puis vous pouvez démyéliniser à l'aide d'une toxine et vous pouvez voir comment ça se remyélinise. Il n'y a aucune maladie humaine où ça se produit. Donc, ce n'est pas aussi clair. On ne peut pas avoir des données humaines de façon aussi claire, dans un format aussi clair que dans les études animales, pour savoir exactement quand ça se produit. Compris, merci. Une autre question ici qui arrive. Et ça vous demande d'avoir une boule de cristal un peu. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en nombre d'années? À combien d'années devons-nous attendre avant qu'il y ait une thérapie qui cible vraiment la remyélinisation? Parce que c'est en années, combien d'années? C'est une très, très bonne question et dont je ne connais pas la réponse. Si on était ici il y a une génération, si vous m'aviez dit quand est-ce qu'on ne va jamais avoir une thérapie pour les formes cycliques de l'ASP, on n'aurait pas pu répondre avec confiance. Mais une génération plus tard, avec l'ASP dans ses formes précoces, c'est devenu une maladie tellement traitable, une maladie beaucoup plus abordable que les lésions aiguës. Alors, on peut arrêter l'ASP précoce. Mais on espère beaucoup qu'il y ait une percée, c'est bien évident, mais la situation n'est pas simple, dans ce sens que ce qu'on voit ici, c'est que dans les lésions aiguës, dans les situations aiguës, c'est ce qu'on voit dans toutes les données des modèles animaux, et ils ont une remyélinisation assez robuste, et je soupçonne qu'on pourrait promouvoir cette remyélinisation avec pas mal de confiance. Je le soupçonne. Puis la difficulté, c'est qu'une fois que le dommage a été là depuis longtemps, est-ce que le même genre de principe va s'appliquer ou il va falloir... est-ce que les cellules de remyélinisation fonctionnent mieux si on rend l'environnement moins hostile? Et on a l'enjeu très important ici en ayant, avec la maladie qui avance, les fibres nerveuses elles-mêmes peuvent être endommagées. Alors, il faut faire face à plusieurs variables ici. Mais
quand on a identifié où se trouve le problème, même au niveau clinique, maintenant, on peut commencer à identifier le statut des cellules de myéline, le statut des fibres nerveuses. On peut faire ça maintenant. On va peut-être pouvoir rassembler tout ça, je l'espère. Mais dire que ça va être simple pour la remyélinisation, tout ça, ça va être la fin de l'histoire. Ce serait une simplification abusive. On a à la fois des progrès et des défis, mais il faut être réaliste. Absolument. Merci. Prochaine question. Est-ce qu'on attend encore une deuxième poussée avant de faire un diagnostic ou on commence à traiter rapidement? C'est une question, première ligne, deuxième ligne de traitement, la frontière varie ou quoi? Maintenant, on est dans un domaine où on en connaît beaucoup plus sur ce qu'on fait actuellement. Et le dommage au cerveau, c'est jamais bon, on le sait maintenant. Alors, l'intervention précoce est importante. C'est là où l'imagerie nous a tellement aidés parce que, en fait, la plupart des gens, même lors de leur premier épisode ou même au deuxième épisode, si c'est porté à l'attention d'un médecin, l'IRM va montrer s'ils ont des événements inflammatoires multiples en cours. Et s'ils ont vraiment des événements inflammatoires multiples, là, on sait que c'est un processus continu qui se poursuit et il faut intervenir de la façon la plus rigoureuse, la plus stricte. Et heureusement, avec les médicaments qu'on a, ils peuvent être donnés pratiquement à n'importe qui. Donc, on a assez de choix qu'on peut traiter pratiquement n'importe qui. Donc, la réponse est que maintenant, nous avons assez de prévisibilité en fonction d'évaluations cliniques très, très soigneuses. Vous voyez un épisode clinique, vous utilisez l'IRM et on peut être sûr, on peut pointer dans nos prédictions quel est le risque d'événement futur et donc on peut intervenir, on devrait intervenir beaucoup plus tôt. Donc, la notion de temps dans le cerveau est importante. Oui, oui, absolument. Merci. Il y a beaucoup de bonnes questions qui sont en train d'entrer. Alors, merci à tous de votre participation. Prochaine question. Quelle est la dose journalière? C'est assez granulaire, Jack, ici. Là, on te met sur la sellette. Hein? Quelle est la dose journalière de vitamine D que les gens devraient prendre? J'ai entendu 4000, 5000 unités internationales. Est-ce qu'il y a un danger à faire ça? Avant que vous en parliez, j'aimerais dire que la Société de la sclérose en plaques a mis de très bonnes informations sur le site en ce qui concerne la vitamine D. Et je conseille aux gens d'aller là pour obtenir des directives là-dessus. Bon. Ce n'est pas est-ce que l'exposition au soleil augmente la vitamine D? Ma famille, probablement, on le sait tous, hein, les petits-enfants ne sortent pas sans avoir beaucoup d'écran solaire sur leur peau. Donc, les preuves que la vitamine D, oui, c'est un facteur de susceptibilité, la carence en vitamine D, mais est-ce que tout dépend de la vitamine D? Est-ce qu'il y a d'autres éléments reliés à la lumière solaire et à l'exposition aux rayons ultraviolets? Il y a des preuves à cet égard aussi sur les rayons ultraviolets. Je pense que la recommandation originale pour la vitamine D était quelque chose qui est arrivé il y a de très nombreuses années où on essayait de prévenir le rachitisme, une maladie des os. Ah oui, là, il y avait certaines inquiétudes que la vitamine D pourrait être toxique. Alors, ils ont cherché le plus bas niveau qui pouvait renverser. Mais on a beaucoup de latitude pour augmenter les doses et les niveaux et dans un certain intervalle. Mais pensez que de doubler ou tripler des doses de vitamine D, ça va renverser l'ASP. C'est un facteur de risque, mais ce n'est pas un facteur de risque prédominant. C'est loin d'être égal à ce qu'on obtient en utilisant d'autres interventions. Alors, je pense que les lignes directrices de la société sont raisonnables, mais je ne mettrai pas les gens dans une zone toxique de vitamine D en surdose. Merci. Si on passe maintenant aux cellules souches, la thérapie par cellules souches est-elle approuvée au Canada? Peut-elle être utilisée? Si oui, quelle est la méthode d'administration, le coût? Dans quelles circonstances envisageriez-vous cette thérapie? La question est longue, mais on vous demande de faire des commentaires sur les thérapies à l'aide de cellules souches. Je vais faire ça assez rapidement, mais il faut se demander de quelles cellules souches parlons-nous?
Si vous parlez de l'utilisation de cellules souches pour aller sauver le système immunitaire ou venir à l'aide d'un système immunitaire pour les gens qui ont eu une immunosuppression très intense, ce qu'on appelle le protocole de traitement Acton, provenant de l'hôpital de l'Université d'Ottawa, ça, ils ont l'approbation de faire ce protocole, mais seulement sur les patients très sélectionnés. Mais souvenez-vous que ces cellules souches sont des cellules souches de moelle épinière qui viennent sauver le système immunitaire. Et le traitement pour obtenir la cellule souche est par immunosuppression. Et maintenant, Lark Treatment et Harry Atkinson, on n'a pas tous les choix qu'on a aujourd'hui. À l'époque, donc, beaucoup de patients qui n'auraient pas été contrôlés sont maintenant contrôlés par des thérapies plus conventionnelles. Alors, cette thérapie à cellules souches sur certains patients très, très sélectionnés est disponible, mais à ma connaissance, c'est seulement l'hôpital d'Ottawa qui a l'approbation. Si on avait des patients ici, on se fierait à l'expertise de ce centre en particulier. Maintenant, il y a d'autres cellules souches. Il y a quelque chose que j'appelle les cellules souches Zincomo. Ce sont des cellules souches qu'on peut fabriquer facilement. L'idée ici, c'est que est-ce que ça rentrerait dans le cerveau? Et est-ce que ça protégerait d'une certaine façon? Ces études cliniques qui ont été faites par les Canadiens avec Mars Treatment et Mary à Winnipeg, c'est examiné. Et les résultats ne sont pas encore entièrement clairs pour savoir si ça joue un rôle majeur. Ça va être compliqué de penser à ces thérapies parce que c'est tellement compliqué de fabriquer ces cellules souches. Le dernier point qui est seulement expérimental et pas utilisé nulle part de façon clinique, c'est de fabriquer des cellules souches qui sont des cellules qui produisent de la myoline. Et si vous injectiez ça dans une personne, est-ce que ces cellules seraient assez intelligentes pour rentrer dans le cerveau, trouver le site des lésions? C'est encore vraiment à un stade très expérimental et ce n'est pas utilisé. L'étude clinique qui a lieu, dont je suis au courant, c'est avec mon collègue John Vito Martino en Italie, où ils ont injecté ce genre de cellules souches virales dans le liquide rachidien pour voir si ça va se rendre dans le cerveau. Alors, on est très loin d'utiliser les cellules souches comme thérapie pour la SP. Encore une fois, différencier. Essayez-vous de remplacer une cellule du cerveau ou essayez-vous de remplacer une cellule immunitaire dans un traitement immunosuppresseur pour rescaper et revigorer le système immunitaire? Oh, merci. Très bien. Une autre question ici. Comment est-ce qu'on a reconnu la démyélinisation? Est-ce que c'est seulement visible à l'autopsie ou est-ce qu'il y a d'autres façons de voir ça, cette démyélinisation? Très bonne question et très importante aussi. Parce que quand on regarde les IRM conventionnels, vous voyez les lésions que je vous ai montrées sur plusieurs de mes diapos, ça, c'est pas ce qui est important. Il y a de la démyélinisation dans cette région, mais c'est aussi de l'inflammation, l'accumulation de liquide. Alors, c'est pas très spécifique, ces images-là. Il y a des techniques d'IRM émergentes que je vais mentionner le groupe de UBC brièvement, où ils ont mesuré ce qu'on appelle la fraction aqueuse de la myoline. Il y a d'autres mesures qui peuvent être faites. Donc, il y a des IRM, des techniques d'IRM plus spécialisées qu'on utilise d'ailleurs à l'Université de la Colombie-Britannique actuellement, là, qui vont mesurer de façon plus spécifique la myéline. Parce que si on veut augmenter la myéline, il faut être capable de surveiller et mesurer de façon plus spécifique cette myéline. Une autre chose qui n'a pas reçu aussi d'attention, c'est, comme je l'ai mentionné, pour que la fibre nerveuse conduise le signal électrique, elle a besoin de sa myéline autour. Et il y a des façons physiologiques qu'on appelle la réponse BOAT. On peut voir, par exemple, si vos stimuli visuels sont bien menés électriquement jusqu'au cerveau. On peut utiliser cette technique pour voir si la myéline est en place ou pas. Parce que si elle n'est pas en place, le taux de conduction à travers le nerf optique est plus lent. Et ça peut être une façon très utile si vous introduisez des médicaments qui pourraient augmenter la myéline ou la remyélinisation. Peut-être qu'on pourrait le mesurer parce qu'on appelle la réponse de Hope. Et ça a été utilisé dans une étude importante qui est venue de San Francisco par un groupe qui s'appelle Comesti, qui est une très bonne approche, très précieuse. Par de l'imagerie et de la physiologie, on peut voir la myéline. Je y vais lentement pour voir s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, Jack, je pense qu'on va terminer là.
D'abord, j'aimerais encore une fois vous remercier et vous exprimer toute mon appréciation à vous, d'abord, pour votre contribution ce soir. Et je suis toujours très frappé par les conversations sur la recherche et les présentations sur la recherche, les contributions qui sont apportées par le Canada. Et votre leadership est une grande partie de ce leadership, Jack. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Eh bien, j'aimerais vous remercier moi aussi. J'aimerais souligner à quel point je pense que c'est important que la mission de la recherche de l'ASP a été importante dans le passé et comment cette société a été importante pour soutenir cette mission et pour rassembler la communauté. Les gens touchés par l'ASP ont joué un rôle majeur et ont pris part à ce genre d'études et je pense qu'on avance ensemble. Superbe. Merci, merci. Merci beaucoup. On l'apprécie. Sur notre note, il semble qu'on a perdu un peu d'audio pour nos auditeurs anglophones. Nos excuses, mais Jack va continuer à faire la conclusion à ce moment-ci. Merci et bonsoir à tous. Merci. Alors, malheureusement, nous avons perdu le son pour nos auditeurs anglophones, mais toutes mes excuses, mais à moins que j'entende l'effet contraire, je vais continuer de développer ma conclusion, particulièrement pour nos auditeurs francophones. D'abord, j'aimerais profiter de l'occasion, encore une fois, pour remercier nos commanditaires qui nous ont donné tout le soutien nécessaire pour rendre cette conférence possible. N'oubliez pas de visiter notre salon des fournisseurs msconnect.ca/vendor fair, où vous verrez toutes sortes de produits, services disponibles et vérifiez le msconnect.ca sur les dernières avancées de la recherche. Et il y en a beaucoup pour apprendre des choses sur le travail de jeunes chercheurs montants, des étoiles montantes de la recherche en SP. C'est très important que vous tous preniez le temps de vous engager et de profiter de toutes ces opportunités. Finalement, dernier point, mais non le moindre, j'aimerais remercier tous et chacun d'entre vous d'avoir investi de votre temps pour en apprendre plus sur la SP et la recherche en SP. Toutes les séances de recherche ont été enregistrées et seront disponibles pour être visionnées ultérieurement sur msconnect.ca. J'ai hâte de vous voir tous à la séance de demain avec le Dr. Michel Parman et le Dr. Wei Young sur la neuroplasticité et la neuroréadaptation. Encore une fois, merci beaucoup de votre temps. Thank you very much. Merci et bon retour en toute sécurité à la maison et bon reste de soirée.